sommes le 18 avril 1906. Demain, le grand physicien français Pierre Curie va mourir. Mais ce soir, il parle d'avenir. À Henri Poincaré, alors président de l'Académie des sciences, il annonce qu'il va inclure la parapsychologie dans son programme de recherche officiel. Sa décision est prise. À la rentrée, lorsqu'il occupera la chaire de la Sorbonne créée pour lui, il s'occupera de ces mystères. Comment en est-il arrivé là ? La faute en revient à Eusapia Palladino, une médium napolitaine surnommée la diva des savants, car Pierre Curie ne fut pas le seul à qui elle fit tourner la tête. En 1904, une commission composée de psychologues, de physiciens et de physiologistes décide de l'inviter à Paris pour participer à une étude magistrale. C'est au sein de l'Institut général psychologique que l'expérience va avoir lieu. Née en 1900, cette fondation s'était initialement donnée pour mission d'étudier objectivement les phénomènes réputés paranormaux. Ses membres représentent les élites de la médecine, de la psychologie et de la société française en général. Eusapia Palladino est célèbre en tant que médium à effet physique. Autour d'elle, des tables se soulèvent, des bras ectoplasmiques se matérialisent, des instruments de musique jouent tout seuls, mais la médium est également connue pour son habileté à truquer les phénomènes, en profitant de l'obscurité et de conditions de contrôle loin d'être irréprochables. L'Institut général psychologique souhaite dépasser ces incertitudes et se donne les moyens de contrôler objectivement tout ce qui se passe durant l'expérience. De nombreux capteurs mesurent ce qui se passe au niveau du matériel, mais également au niveau de la médium elle-même. Mise en confiance, Eusapia accepte progressivement toutes les conditions de contrôle. Des photographies sont prises au plus fort de l'action. C'est là que Pierre Curie, comme de nombreux savants de son époque, va s'initier à la parapsychologie. Il lui est permis de contrôler lui-même les mains ou les jambes de la médium. Autour de lui, d'autres savants et bientôt ses propres collègues, dont la présence le rassure, vont venir l'appuyer. Marie Curie, bien sûr, mais aussi Paul Langevin ou encore Jean Perrin. Après la première série d'expériences en 1905, Pierre exprime ses doutes à son proche collègue Georges Gouy. C'était fort intéressant, et véritablement les phénomènes que nous avons vus nous paraissent inexplicables par la supercherie. Table soulevée des 4 pieds, apport d'objets éloignés, main qui vous pince ou vous caresse, apparition lumineuse, la seule supercherie possible est celle qui pourrait résulter d'une habileté extraordinaire du médium comme prestidigitateur. Mais comment expliquer les phénomènes quand on lui tient les pieds et les mains, et quand l'éclairage est suffisant pour que l'on puisse voir tout ce qui se passe ? Au retour d'Eusapia en 1906, c'est Pierre Curie lui-même qui succède à Henri Bergson en prenant la tête de la commission. Le sujet le passionne et très vite, il invente de nouvelles technologies pour contrôler les phénomènes et éliminer l'hypothèse de la supercherie. Au printemps 1906, après un total de 13 sessions, sa conviction est faite. Il se confie à Georges Gouy. Le résultat, c'est que ces phénomènes existent réellement et il ne m'est plus possible d'en douter. C'est invraisemblable, mais cela est ainsi et il est impossible de le nier. Après les séances que nous avons eues dans des conditions de contrôle parfait, il y a là, à mon avis, tout un domaine de faits entièrement nouveau et des états physiques de l'espace dont nous n'avions pas l'idée. Pierre affirme avoir été témoin de nombreux prodiges, comme ce guéridon qui s'est élevé en l'air avant de se retourner et de se poser lentement. Les forces de la physique classique semblent impropres à rendre compte de l'événement, et Pierre se prend à imaginer tout un champ à explorer. Le rapport final établi en 1908 par le psychologue Jules Courtier est plus prudent. Des fraudes ont été détectées et même si elles n'expliquent pas tous les phénomènes, elles jettent le doute sur cette expérience qui s'est effectuée selon le contrôle d'un prestidigitateur. La preuve n'est pas faite mais le domaine semble digne d'étude. Curie n'en saura rien. Le 19 avril 1906, il est accidentellement renversé par un camion et meurt sur le coup. Le soir même, il avait rendez-vous à l'Institut général psychologique où il devait présenter un appareil permettant de mesurer le flux d'air froid qui semblait sortir de la tête d'Eusapia. Toute la France pleure la perte du grand savant, mais c'est surtout Marie Curie, sa femme et co-lauréate du prix Nobel, qui est inconsolable. Quelques jours après sa mort, elle demanda une séance privée avec Eusapia où elle apporta les vêtements dans lesquels son mari avait été tué. Croyait-elle vraiment qu'elle pourrait entrer une dernière fois en contact avec Pierre ? À force d'accompagner son mari, elle avait pris goût à ses études et considérait qu'il s'agissait d'une question du plus haut intérêt. Mais par la suite, elle affichera une grande discrétion par rapport à ses propres convictions. Sa brève rencontre avec la psychologie n'a pas suffi à Pierre Curie pour faire de l'esprit un nouvel objet insolite, mais officiel des sciences physiques. Ses biographes ont tenté de ranger cet épisode du côté d'une attirance trop crédule pour les mystères du spiritisme. L'analyse de sa correspondance montre au contraire qu'il n'y a pas deux Pierre Curie, l'un scientifique et l'autre pseudo-scientifique. Durant toute sa vie de chercheur, il a tenté de mesurer, d'objectiver et de découvrir en tâtonnant quelle réalité physique se cachait derrière les phénomènes qu'il observait. Cela a pu lui valoir un prix Nobel. Quelles avancées ce grand savant aurait-il permis en ce domaine ?